Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. « 15 août 1824, au large de Staten Island, aucun nuage ne vient troubler le ciel de cette côte est américaine. À quelques miles de la côte, un navire battant pavillon américain est en train de s'approcher de la cité de New York. On est en 1824, New York est loin d'être ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Le Cadmus, c'est le nom de ce vaisseau commercial américain. Il a quitté la Normandie il y a près d'un mois. C'est depuis la ville du Havre qu'un passager bien particulier est monté à bord. Il est avec son fils, dont le nom, ça ne s'invente pas, est George Washington. Vous avez bien sûr compris que ce passager un peu particulier, même très particulier, n'est autre que Gilbert du Motier, que l'on connaît davantage sous son titre, marquis de Lafayette. Il est invité, le marquis, par le peuple américain à l'occasion des 50 ans de la déclaration d'indépendance américaine. Alors, vous allez me dire, il y a un petit peu d'avance, parce que la déclaration d'indépendance, c'était en 1776, et là, on est en 1824, mais dans l'optique de cet anniversaire, le président américain, il s'appelle James Monroe, c'est l'homme de la doctrine Monroe, n'est-ce pas? James Monroe a voulu lancer un élan pour célébrer célébrer la jeune fédération, ses 50 ans. Il veut faire naître l'esprit de 1776 dans l'esprit de ceux qui, 2 générations plus tard, l'ont un petit peu oublié, pense-t-il. Et les derniers témoins de l'indépendance vont bientôt disparaître, alors il faut les mettre à l'honneur. Il fallait montrer aux nouvelles générations d'Américains ce qu'avait pu être l'espoir d'un peuple quelques décennies plus tôt, entretenir l'idée du mythe d'un peuple uni contre le tyran anglais, bref, faire renaître l'esprit des insurgents, comme on disait à l'époque où le jeune Lafayette s'armait pour aller leur porter secours, n'est-ce pas? Et qui mieux que Lafayette pour redonner envie aux gens de vivre cette indépendance. Lafayette est le dernier major général survivant de cette guerre d'indépendance et James Monroe a fait parvenir quelques mois plus tôt une lettre en France au plus célèbre de tous les Français, en tout cas aux yeux des Américains, je le cite. Mon cher général, je vous ai écrit il y a environ 15 jours une lettre que j'ai confiée à Mr. Brown et dans laquelle je vous exprimais le désir de vous envoyer dans le port de France que vous m'indiqueriez une frégate pour vous amener jusqu'ici dans le cas où vous seriez libre maintenant pour visiter les États-Unis. Depuis, le Congrès a pris à ce sujet une résolution dans laquelle il vous exprime le sincère attachement de la nation tout entière, qui désire ardemment vous revoir encore au milieu d'elle. L'époque à laquelle vous croirez pouvoir vous rendre à cette invitation est laissée tout à fait à votre choix, mais croyez que quelle que soit votre décision, il vous suffira d'avoir la bonté de m'en instruire pour qu'aussitôt je donne les ordres pour qu'un vaisseau de l'État aille vous prendre au port que vous indiquerez et vous amène dans cette patrie adoptive de votre jeunesse qui a toujours conservé le plus reconnaissant souvenir de vos importants services. Je vous envoie 6 juin la résolution du Congrès et j'y ajoute l'assurance de ma haute considération et de mes sentiments affectueux. Et c'est donc signé Président James Monroe. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est le 15 août 1824 que donc Lafayette arrive en vue des côtes américaines. On peut apercevoir la verdure de Staten Island, le toit blanc des petites maisonnettes. On commence à percevoir le mouvement des habitants sur la terre ferme. Le secrétaire particulier de Lafayette est sur le pont. Il s'appelle André Levasseur. Le marquis est retourné, quant à lui, dans sa cabine. Il faut qu'il se repose un peu. Il sait que les jours, les semaines, peut-être les mois même qui vont venir maintenant seront éprouvants pour lui. Il est parti s'asseoir avant de rassembler ses derniers effets personnels et sur le pont, André Levasseur observe autour de lui et c'est grâce à Levasseur qu'on sait tous les détails de ce dernier des voyages de Lafayette en terre américaine. Levasseur qui a publié quelques années plus tard un ouvrage bien pratique pour nous, n'est-ce pas, puisqu'il s'appelle tout simplement Lafayette en Amérique. Je cite André Levasseur. Déjà la mer se couvrait autour de nous d'une foule de barques longues, étroites et légères,
conduite par des matelots vigoureux, agiles, et dont la propreté des vêtements, la décence des expressions contrastait singulièrement avec les idées qu'en général fait naître en Europe la vue de simples marins. Aussitôt qu'une de ces barques arrivait près de notre navire, elle ralentissait son mouvement, ses conducteurs jetant un regard inquiet vers notre pont s'informaient de nos matelots s'ils avaient Lafayette à bord. Dès qu'ils avaient reçu la réponse affirmative, la joie éclatait dans tous leurs traits. Ils se précipitaient les uns vers les autres en se serrant la main, en se félicitant du bonheur qu'ils allaient goûter. Et puis alors, se retournant vers le vaisseau, ils faisaient 1000 questions sur la santé du général, sur la manière dont il avait supporté la traversée, etc. Mais sans cri, sans désordre, sans impatience. Nous les entendions se réjouir entre eux de ce que le voyage de Lafayette avait été doux et rapide, de ce que sa santé n'en était point dérangée, de ce qu'enfin les vœux de leurs concitoyens allaient être comblés, et tout cela comme l'aurait fait une famille qui se réjouit du retour d'un père chéri longtemps attendu. Voilà ce qu'est Lafayette pour cette toute jeune nation américaine qui va fêter ses 50 ans à l'époque. Il est un peu un père chéri, longtemps attendu. Et il entend tout ça depuis sa cabine, le marquis de Lafayette. Il est heureux d'être là, bien sûr, mais disons les choses, il se fait âger. C'est plus du tout le jeune homme souple et en parfaite santé qu'il était 47 ans plus tôt, lors de sa première visite en Amérique. Il a 66 ans maintenant, le marquis. Il fait beaucoup plus que son âge, en vérité. D'abord, il a pris un certain embonpoint. Il a les cheveux tout blancs maintenant. Il y a toujours ce regard, ses yeux bleus brillants, plus brillants peut-être ce jour-là qu'à l'accoutumée. En France, il vient de vivre une petite défaite puisqu'il n'a même pas réussi à se faire élire député à Meaux. C'est un peu, d'une certaine manière, c'est un peu un homme déçu par la vie et notamment par la vie politique qui a reçu la lettre du président James Monroe. Et quand il a reçu cette lettre, il s'est dit qu'il allait aller se ressourcer là-bas, aller goûter sa popularité de l'autre côté de l'océan. Vous écoutez Radio Classique. Et ça y est, Lafayette vient d'arriver sur le pont. Il est sorti de sa cabine et immédiatement, ce sont des hurrahs. À peine descendu du navire, il voit cette marée humaine sur les quais. Il y en a partout, dans les rues, sur les navires. Triomphe pour Lafayette. Je cite Bernard Vincent dans sa biographie de Lafayette. Il arrive à New York où les 2/3 de la ville se sont rassemblés et lui réservent un accueil enthousiaste. En entrant dans le port, il croise une escadre de 9 vaisseaux à vapeur où s'agitent en sa faveur plus de 6000 citoyens de tous âges et de toutes conditions. Le vice-président des États-Unis, Daniel Tompkins, et l'ancien gouverneur du New Jersey viennent le recevoir à bord même de son modeste navire, après quoi ils le conduisent au milieu des salves d'artillerie et des clameurs populaires jusqu'à l'hôtel de ville où tous les corps de l'État sont là pour le saluer, le complimenter. On ouvre alors les portes de l'édifice et le marquis doit faire face pendant plus de 2 heures au vivat d'une foule en délire. C'est finalement par de brillantes illuminations et un vaste banquet que s'achève cette première et triomphale journée. On a tout organisé. En fait, il est prévu que Lafayette visite tous les États américains. Enfin, ceux qu'il y a à l'époque. Il y en a 24 à l'époque des États américains seulement. Il va visiter 182 villes, vous imaginez ça? 13 mois de pérégrination. Lafayette est fait par tout citoyen d'honneur. Il est déjà citoyen d'honneur des États-Unis, bien sûr. Il est l'hôte de la nation. Il y a beaucoup de villes, d'ailleurs, qui portent son nom. C'est-à-dire qu'il visite, c'est Monsieur de Lafayette visite la ville de Lafayette. Et Lafayette, dans tel et tel et tel état, on plante partout des arbres de la liberté, on inaugure des monuments, on serre la main de vétérans, on parcourt des champs de bataille sur lesquels parfois Lafayette a lui-même été blessé. Et partout on peut lire les comptes rendus de ses visites. Un témoin raconte: le vénérable guerrier visite les lieux où l'indépendance fut fondée par des combats, où il fait ses premiers pas dans la carrière qu'il a parcourue avec tant de gloire, où il versa son sang pour la liberté à laquelle depuis sa vie entière a été consacrée.
le 12 octobre 1824, très important le 12 octobre là-bas, c'est le Columbus Day, hein, c'est le jour de la découverte du continent américain par un certain Christophe Colomb qui n'en savait rien. Ça fait donc 4 mois que Lafayette est aux États-Unis. Il est à Washington où il doit visiter le Capitole avant d'être reçu par le président Monroe. Et dans son journal de voyage, notre fameux secrétaire là note la stupeur qui est la sienne quand il découvre la simplicité de la maison dans laquelle réside le président. Je le cite. Nous arrivâmes devant le palais du président. C'est une maison très simple, mais de fort bon goût. Elle est bâtie en pierre blanche très dure. Elle n'a qu'un étage et se termine en plateforme italienne. La foule qui accompagnait le cortège s'arrêta devant la grille et nous entrâmes dans le palais, accompagnés seulement par le corps municipal. Un seul domestique nous ouvrit la porte principale et nous fûmes de suite introduits dans le salon de réception. Il est assez vaste, décoré, tapissé avec une richesse et une sévérité de goût très remarquables. Le président, placé à l'extrémité du grand diamètre du salon, sur un fauteuil qui ne se distinguait des autres sièges ni par sa forme ni par son élévation, avait auprès de lui les 4 secrétaires d'État. Tous étaient comme le président vêtus d'un simple habit sans galon ni broderie, sans décoration, sans tous ces ornements puérils pour lesquels tant de niais font le pied de grue dans les antichambres des palais de l'Europe. Bon, ça, il est devenu plus américain que les Américains, nous dirait quelques années plus tard Tocqueville, ce secrétaire de Lafayette qui découvre une Maison Blanche un peu simple à ses yeux. Ce que veut surtout faire ici le secrétaire de Lafayette, en fait, c'est une critique de la monarchie française. N'oubliez pas qu'on est en 1824. D'ailleurs, depuis les États-Unis, on vient d'apprendre la mort du roi Louis XVIII et c'est maintenant Charles X, n'est-ce pas, qui règne. Charles X entouré de ses ultras, qui veut dérouler la révolution en sens contraire. Et ça, évidemment, ça ne plaît pas à l'entourage de Lafayette qui reste fidèle à la révolution. Quand Lafayette entre dans la salle où se trouve le président, tout le monde se dresse comme un seul homme. Monroe se dirige vers le marquis. Il l'embrasse avec toute la tendresse d'un frère, nous dit un chroniqueur. La réception va durer toute la journée, mais il y a un événement que Lafayette attend avec beaucoup d'excitation, c'est la visite de la tombe de George Washington en Virginie, à Mount Vernon, bien sûr, dans l'ancienne propriété de Washington. Lafayette demande dans un premier temps de descendre seul dans le tombeau du premier président des États-Unis dont il a été l'ami. Il va rester 2 heures là, tout seul, et il demande à son fils, qui donc s'appelle George Washington de Lafayette, de le rejoindre. Les 2 hommes restent seuls dans ce caveau, hein, et avant de sortir, Lafayette embrasse le tombeau de son ami et celui de sa femme qui se trouve aussi ici. Et en sortant, il y a un domestique du domaine qui lui tend une boîte dans laquelle se trouve une clé. C'est la clé de la prison de la Bastille que Lafayette avait offert 30 ans plus tôt au premier président de ces tout jeunes États-Unis d'Amérique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Lafayette reçoit partout des hommages, c'est assez extraordinaire, hein, l'accueil inouï qu'on lui fait. Lors d'une session du Congrès, le président Monroe profite de sa présence pour réaffirmer sa doctrine, qui est une doctrine de non-interventionnisme, d'isolationnisme. Ça nous fait penser à d'autres choses, n'est-ce pas, cette doctrine Monroe ? Voici ce qu'écrit Jean-Pierre Bois dans sa bio de Lafayette. Il est un point sur lequel Lafayette manifeste une déception peinée, la question de l'esclavage. Il s'est félicité à New York, dans les premiers jours de septembre 24, de visiter l'école libre des jeunes Africains fondée et administrée par la Société d'affranchissement des Noirs. Or, Lafayette découvre la contradiction entre les théories présentées par le système politique de chacun des États et le maintien de l'esclavage qu'il voit en Virginie, en Géorgie, en Caroline du Sud, alors que dans tous les États parcourus plus au nord, les Noirs sont affranchis. Les États-Unis comptent alors 24 États, dont 13 ont aboli l'esclavage. Lafayette est d'ailleurs vice-président à vie de la société fondée plus tôt par Bushrod Washington, neveu du président, pour la fondation d'un État en Afrique destiné à être un asile pour les esclaves noirs libérés, le Liberia, fondé donc en 1822.
Lafayette rencontre quelques Français, notamment Joseph Bonaparte, le frère, le grand frère de Napoléon, l'ancien roi d'Espagne, qui maintenant s'est installé dans le New Jersey. Il rencontre aussi l'ambassadeur de France aux États-Unis. Alors là, ça se passe moins bien parce que l'ambassadeur de France trouve ce marquis beaucoup trop libéral à ses yeux. Il représente, lui, le roi Charles X, bien sûr. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ça fait 13 mois que Lafayette est donc en Amérique, au début du mois de septembre 25, devant le nouveau président américain John Quincy Adams, puisque Monroe avait fini ses 2 mandats. Lafayette fait son dernier discours, le dernier de toute une longue série. Il est à New York. Pendant cette heureuse visite, dit le marquis, j'ai dû admirer à chaque pas des prodiges de création et de perfectionnement, mais nulle part il ne frappe davantage que dans l'État de New York. La partie de l'ouest de cet État que j'avais laissée déserte, je la retrouve couverte de villes florissantes, de campagnes bien cultivées, de manufactures en pleine activité. Et tout cela n'est que la conséquence de l'esprit républicain et de l'établissement de l'indépendance et de la liberté. Lafayette est acclamé et on entend la Marseillaise. Vous imaginez, de l'autre côté de l'Atlantique, on va savoir ça, et ça n'est pas bien vu du tout, évidemment. Le 7 septembre 1825, Lafayette descend le Potomac, et c'est sur le Brandywine qu'il embarque, toujours avec son fils et son secrétaire. Brandywine, rappelez-vous, c'est le nom de la première bataille dans laquelle il s'était trouvé face au feu des Anglais pendant cette guerre d'indépendance. Je ne vais pas vous raconter toute la guerre d'Amérique de Lafayette, ce serait long avec les 2 voyages. Le 3 octobre 1825, le navire finira par apercevoir les côtes de France. Ça y est, on est au large du Havre. C'en est fini de cette tournée américaine. C'était le dernier voyage de Lafayette aux États-Unis. Il va se faire un peu plus discret en rentrant en France, Lafayette, mais 2 ans plus tard, il réussira à se faire élire député. On est vraiment tout à fait à la fin de la première restauration, là, c'est la fin du règne de Charles X, et vous savez que peu de temps plus tard, en 1830, Lafayette de nouveau va jouer un rôle essentiel. Enfin ça, c'est un rôle très français qui n'a plus grand-chose d'américain. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jean-Baptiste Galen, bonjour à Christian Morin. Je sais qu'avec Christian, vous allez continuer avec notre cher orchestre d'Auvergne, qui est mon voisin au Puy-en-Velay, vous imaginez. Vous les saluerez pour moi. Mais je les salue à chaque fois que possible. Ils vont partir, ils vont faire une tournée. Bonjour à tous, pardon. Et bonjour Franck. Ils vont faire une tournée aux États-Unis pour célébrer, justement, commémorer cette tournée triomphale du général Lafayette. Et quand on regarde le parcours de Lafayette, c'est quand même extraordinaire. Oui. Ce qu'il aura fait, cet homme. Banal. Oui. Il a beaucoup fait, et il a beaucoup fait savoir aussi, vous savez. Ah oui, mais ça c'est la communication. Il était assez doué pour ça. La communication avant l'heure, vous savez. Et donc, cet après-midi, vous allez nous quitter maintenant, mais à 14h on vous retrouve. Et demain matin avec notre ami David Abiker à 8h-5. Et demain matin, eh bien, nous allons évoquer... Demain matin, cet après-midi, pardon. Oui. Les vérités. Ne nous dites pas et ce qu'on va faire demain matin. Non, je ne vends pas la mèche. Moi, je le sais. Vous allez nous parler de... Je m'arrête là. Cet après-midi, ce sont les vérités et les légendes sur Saladin. Ah oui. Donc, avec un peu de fumée qui s'échappe, un thé à l'amande peut-être, etc. C'est un peu dans ce registre-là. Dans ce registre-là. Que diriez-vous d'un thé à l'amande, d'ailleurs, mon cher Franck ? Je ne bois jamais de sucre, moi, vous savez. Mais sans sucre. Alors, sans aucun sucre, pourquoi pas ? Sans aucun sucre. Bien. Vous ne sucrez pas, donc. Non. C'est ça, là. Contrairement à d'autres. Bien, il est 9h27. On vous retrouve demain matin. Bonne journée à tous. Et dans un instant, Lafayette et la balade aux États-Unis avec l'évocation de musique qui vont être célébrées et résonner lors de ce tour avec l'orchestre d'Auvergne. Merci Franck. Merci à vous.